Voilà, je vais vous parler de l'émission littéraire française Lecture pour tous. Diffusée pour la première fois le 27 mars 1953, l'émission Lecture pour tous introduit la littérature à la télévision française. S'il propose des chroniques et des reportages, ce programme hebdomadaire repose avant tout sur l'interlocution qui a lieu entre ces deux animateurs qui s'appellent Pierre Desgroupes et Pierre Dumayet, et les écrivains invités à parler de leurs livres. Lorsqu'ils conversent avec l'intervieweur à la télévision, l'homme ou la femme de la chose écrite, ne se contente pas de s'adapter aux circonstances génériques, c'est l'entretien d'écrivain, et techniques, le fonctionnement du micro, de la caméra, d'énonciation de son discours. Il est aussi fait un certain usage du dispositif médiatique qui détermine la parole de l'écrivain et par là même révèle la façon dont il s'y rapporte. Or, l'interaction de l'énonciation audiovisuelle propre à Lecture pour tous, et par énonciation audiovisuelle, je fais ici allusion au fait que l'émission configure les formes matérielles du discours. On a affaire à un discours qui est télévisé. Donc l'interaction entre cette énonciation-là, qui est propre à l'émission, et celle qui est plutôt discursive des auteurs de l'entretien, l'intervieweur, l'écrivain, cela fait montre d'une efficacité. Alors, une réévaluation des valeurs du discours littéraire, c'est le cas qu'on va voir avec Romain Gary, un témoignage donné sur sa propre vie d'écrivain, Paul Claudel, une réhabilitation littéraire et politique de l'auteur, Louis-Ferdinand Céline. Ainsi, l'efficacité de l'entretien s'enracine-t-elle à même le processus de négociation entre les finalités respectives de l'émission, de l'intervieweur et de l'écrivain, qui toutes dépendent d'une façon ou d'une autre du dispositif de l'entretien télévisuel. Ce sont de quelques-uns de ces usages de l'entretien de Lecture pour tous que je propose ici de rendre compte en se focalisant sur le facteur spécifique du dispositif médiatique. Quels effets permet-il et comment fonctionnent les usages qui en sont faits en vue de ces effets particuliers? L'examen des trois cas, Gary, Claudel, Céline, exemplaire dans la mesure où il repose sur des principes qui sous-tendent nombre d'entretiens du programme télévisé, éclaire la particularité des usages qui sont faits des moyens propres à la télévision dans l'entretien de Lecture pour tous. Un mot de Lecture pour tous, je donne cette photographie en illustration, il s'agit de Claude Lévi-Strauss avec Pierre Desgroupes sur le plateau, donc comme ça vous avez une idée. On est là au début de la télévision, bon, s'il faut le préciser. Produite de 1953 à 1968, Lecture pour tous entend parler de littérature au moment où la radiodiffusion-télévision française, la RTF, dans les années 50, s'inscrit dans une économie des loisirs et de services publics sur laquelle se greffent des logiques éducatives et culturelles. Desgroupes et Dumayet mettent dès lors sur pied un programme, diffusé en direct, constitué de comptes rendus et de chroniques, mais aussi, pour l'essentiel, d'entretiens avec des écrivains. Le téléspectateur d'alors voit ainsi défiler les hommes et femmes de lettres de l'époque, romanciers et essayistes pour la plupart, parfois à la notoriété remarquable. C'est à cette catégorie d'écrivains notoires qu'appartiennent Gary, Claudel et Céline. 2 mois après sa première apparition, Romain Gary revient sur le plateau de Lecture pour tous afin de réagir à ce qu'il nomme le bruit et la fureur qui succèdent à l'obtention de son prix Goncourt en 1956, c'était pour Les Racines du ciel. Gary est moins confronté sur le plateau à la critique par le journaliste Pierre Dumayet, qu'il entre en fait en connivence avec ce dernier. L'auteur est en effet invité dans le but, dit Dumayet, de lui permettre de répondre à certaines critiques parues dans la presse. Le plateau de Lecture pour tous devient le lieu d'exercice d'une contre-critique porteuse d'une conception de la création littéraire qui s'autorise non des conventions en vigueur, mais d'un implicite selon lequel aurait davantage de valeur l'œuvre qui se tient en porte-à-faux par rapport à ces conventions. J'ai l'impression, dit Gary, vraiment d'avoir fait quelque chose puisqu'on m'attaque. Donc, je vais à l'encontre des conventions et c'est pour cela que mon œuvre a une valeur littéraire spécifique. La défense de son livre par Gary opère ainsi sur la scène où accourt, au moins pour la durée de l'entretien, une grandeur littéraire que lui-même, de concert avec Dumayet, définit tacitement. Eu égard à la finalité de l'entretien de décembre 1956, qui revient à diffuser un plaidoyer pour Les Racines du ciel, la télévision contribue à construire ce discours médiatique que Jean Pétard appelle médiacritique littéraire. La médiacritique prolonge l'œuvre littéraire à la télévision et relaie une représentation de la littérature, de l'écrivain, du lecteur, du texte, et c'est bien ce qu'on va voir avec Gary. Le premier temps de la longue tirade qu'on va voir maintenant vise de la sorte à distinguer le personnage de l'auteur du texte que le lecteur est toujours susceptible de confondre, et en fait c'est ce qui se passe avec les critiques qui sont adressées à Gary à propos de son prix Goncourt. Mais voici la séquence.
sur de l'obscurité. Entrons dans le détail quand même, voyons quelques-uns des reproches qu'on vous a fait. Qu'est-ce qu'on peut citer? Vous avez en tête, je pense. Oui, naturellement, je n'ai que ça en tête. Enfin, écoutez, il y a tout de même, on peut pas, c'est un sujet très sérieux. Par exemple, on m'a toujours reproché des choses à cet égard, dont je vous donnerai un exemple précis à l'instant. Par exemple, dans un livre, j'ai écrit en parlant d'un garçon, d'un gamin de 14 ans, qui fait une espèce de monologue intérieur, qui veut s'attendrir lui-même sur une situation qui crée de toutes pièces, qui n'existe pas. Il dit, en parlant de sa petite amie, elle gisait à mes pieds mortellement. Alors là, il veut vraiment exagérer encore dans l'émotion, et il dit, elle gisait à mes pieds mortellement tuée. C'est un gamin de 13 ans qui ne sait pas très bien, qui veut s'émouvoir. Alors on a dit, Romain Gary ne sait pas qu'on ne peut pas dire mortellement tué. Dans la même situation, le même personnage, un peu plus bas, dit, la petite était devenue aveugle, et je lui lisais à haute voix le livre pour aveugles en écriture de braille. Alors, les critiques me disent, mais monsieur Romain Gary, mais voyons, mais on ne peut pas lire, on ne lit pas à haute voix un livre pour aveugles en écriture de braille, les aveugles le lisent eux-mêmes. Alors voilà, ça c'est important, parce que c'est que le langage du personnage est attribué à l'auteur. Le langage projeté par l'auteur sur le personnage pour le décrire, pour le situer, pour le préciser. Alors on attribue à l'auteur, on oublie le personnage. Voilà. Gary invalide ici l'argument d'une prétendue coïncidence du créateur et de sa création qui fonde les critiques, et c'est finalement aussi ce que fera dans la même émission Vladimir Nabokov à une autre occasion. C'est vraiment le même genre de discours. La scène télévisuelle constitue pour Gary un espace à part de l'espace canonique de l'œuvre et de la critique traditionnelle, en l'espèce ce sont les articles journalistiques concernés, un espace d'où il produit son discours. À travers la petite lucarne, l'auteur intervient en personne dans une adresse directe au téléspectateur. À la lueur de ce qu'on a appelé une métaphysique de la représentation, qui, comme l'observe André Rouillet au sujet de la photographie, aboutit à une logique de l'exactitude et à une esthétique de la transparence, Gary peut être supposé, vu tel qu'en lui-même, et pleinement présent dans la conjonction de l'image en mouvement et de la bande sonore qui reproduisent sa prise de parole. Les plans fixes que tourne le réalisateur Jean Prat, plan large et poitrine, gros plan sur les mains qui s'agitent puis sur le visage, tout cela figure l'écrivain orateur, le rendant présent à sa parole et traduisant son engagement dans l'événement de l'entretien. Bien plus, la télédiffusion en direct de la conversation tente à apparenter l'entretien non au résultat d'un événement préalable, mais à son déroulement même, au discours en acte. C'est pourquoi la conclusion de Gary et de Dumayet à la réponse aux critiques revient à acter celle-ci. Pierre Dumayet dit à Romain Gary « Voilà qui est répondu par conséquent ». Dire « voilà qui est répondu », c'est attester l'effectivité de la réponse donnée. Et dans le cadre de la télévision, une telle réplique s'adresse certes à Gary, qui est le vis-à-vis direct donc de Pierre Dumayet, mais aussi aux téléspectateurs et aux critiques, en vertu de la rhétorique particulière qu'implique le dispositif médiatique. À la télévision, tant le visuel que le verbal offrent en effet une place au tiers du discours, le téléspectateur. Par le type de réalisation qu'il adopte, Prat fait du téléspectateur le témoin de la scène. Gilles Delaveau remarque en ce sens, dans son étude de la télégénie de la parole, que le montage des séquences filmées tend moins à redoubler la dynamique de l'échange. On n'a pas ici un jeu de chant contre chant, le téléspectateur serait à la place du locuteur, c'est pas le cas. Il y a plutôt une volonté d'installer le téléspectateur au bord de la scène, de la conversation. C'est donc c'est bien avec ce type de plan que ça peut être illustré. L'introduction de l'émission par Dumayet, qui plonge son regard dans l'œil de la caméra, témoigne de la fonction d'adresse de l'émission. On s'adresse au téléspectateur. Il dit « Voici les livres que nous vous proposons ce soir ». Faire usage de l'entretien télévisé de lecture pour tous, en vue de répondre à la critique diffusée dans la presse, revient à tirer parti des conditions spécifiques de circulation du discours qui y sont en vigueur, à savoir un discours oralisé, porté par la présence de son énonciateur, en l'occurrence l'écrivain doté d'une forme d'autorité, et polarisé par une rhétorique qui adresse le discours au téléspectateur dans ce que Delaveau appelle cette autre conversation que le dispositif instaure silencieusement de part et d'autre de l'écran. C'est au sein de ce dispositif que Gary règle la réception de son œuvre dans un processus sous-tendu par la mise en exergue de l'économie de la grandeur dans laquelle il prétend se situer. L'entretien de Pierre Desgropes avec Paul Claudel obéit à d'autres finalités. Diffusé le 27 mai 1954, soit 9 mois avant la disparition de l'auteur, l'émission concourt en fait à confirmer
le statut d'immortel de l'académicien. On va voir ça dans la séquence d'introduction, dans la première réponse de Claudel, où il s'agit vraiment de donner ce témoignage sur sa propre vie par l'auteur, et c'est un témoignage qui a la spécificité d'être audiovisuel, audiovisuel, ça, et même télévisuel. J'y reviendrai. Bien, nous avons déjà parlé de Paul Claudel dans cette émission. Il nous donne d'autres prétextes de parler encore de lui, puisque récemment viennent de sortir deux ouvrages essentiels pour la compréhension de Claudel et de Sodome. L'un, c'est une édition illustrée de maquette de Jean-Louis Barrault, Les Souliers de Satin, formée d'édition, qui a été publiée au Club du meilleur livre. Et le deuxième de ces ouvrages, ce sont les mémoires improvisées de Paul Claudel, tels qu'ils ont été enregistrés pour la radiodiffusion française par notre ami Jean Amrouche. Si vous le voulez bien, nous allons interroger Claudel sur ces deux sujets, évoquer avec lui quelques-uns de ses souvenirs, et pour cela, nous allons lui rendre visite chez lui. Ce n'est pas seulement à mes souvenirs, peut-être que question à mes souvenirs oraux que vous faites appel, c'est à ma personne physique. Et je ne puis pas vous en blâmer. Autrefois, on attendait la mort d'un écrivain pour interroger les témoins de sa vie, mais il n'y a pas de meilleur témoin que lui-même. Et vous faites bien de venir dès maintenant, parce que un peu plus tard, il serait trop tard. De temps en temps, je reçois des avis des revues où je suis abonné, dans lesquelles on m'avertit que mon abonnement va atteindre à l'expiration. Mon abonnement à la vie est dans le même cas, et en effet, elle ne va pas tarder à arriver, comme on dit, à expiration. C'est un joli mot, mais enfin, qui est assez exact. Eh bien, faire appel à mes vieux souvenirs. Je l'interromps. Ce sont. C'est triste quand même. Pardon? C'est triste quand même. C'est pas très triste. Comment? Il meurt 9 mois plus tard. Ouais. Alors, dans son contenu, le dialogue, là j'ai coupé, c'est assez long, le dialogue consiste essentiellement en l'évocation des vieux souvenirs de Claudel, qu'il énumère de ses premières années d'enfance à sa rencontre de Rimbaud, et qui se poursuit avec l'autoportrait du voyageur orageux, dit-il, devenu père de famille. Juxtaposant les épisodes, Claudel déroule la chronologie de son parcours d'homme et d'écrivain. Si la forme de son discours pourrait s'apparenter au genre autobiographique, Claudel identifie une spécificité dans l'un des passages réflexifs sur l'entretien en train de se dérouler. Dans Lecture pour tous, c'est comme personne physique qu'intervient l'écrivain, témoin de lui-même, à la différence du travail radiophonique d'Amrouche qui recueille des souvenirs oraux. De ce point de vue, Claudel invite à prendre la mesure de la transformation du message qu'implique le dispositif médiatique. Tout particulier est donc l'entretien présenté comme l'un des derniers témoignages possibles de l'auteur. Un peu plus tard, il serait trop tard. En l'occurrence, l'entretien de Lecture pour tous tente à devenir un lieu de mémoire qui peut être qualifié de médiatique au sens courant, où l'on parle de médias. Dans le sillage du feuilleton des 41 entretiens accordés à Jean Amrouche et diffusés en 1951-52, Desgros rencontre Claudel chez lui. Un seul plan fixe rend compte de sa personne physique, assis, cravate nouée, les mains tremblotantes. Celui que l'intervieweur apostrophe par le titre de maître se livre en personne au téléspectateur. Cet entretien offre en ce sens un développement télévisuel au cérémonial de la visite au grand écrivain tel que le décrit Olivier Nora, comme passage spectaculaire de l'espace littéraire à l'espace humain, de la médiation du texte à l'immédiateté, du rapport imaginaire avec une œuvre à la rencontre réelle avec un homme. Lieu d'une mémoire encore vivante, la visite conserve la trace de la vie du grand écrivain et entretient la mémoire d'un certain imaginaire social. La télévision a ceci de propre qu'elle produit, à travers la diffusion de la voix et de l'image de l'écrivain, une matérialisation audiovisuelle de Paul Claudel occupé à formuler de nouveaux mémoires improvisés. À titre de support de production, de conservation et de diffusion d'une mémoire, la télévision se compare au livre. L'objet imprimé se trouve ainsi au cœur du discours de Claudel, qui, dans sa réponse à la question de Desgros sur les mémoires improvisées, glisse de la radio nationale au gros volume. Je lis sa réponse. Comme vous me le rappelez, il y a quelques années, M. Amrouche est venu, en effet, pour la radio nationale, pour m'interroger sur ma vie passée. Je me suis tiré de cette épreuve comme j'ai pu.
Il en a résulté le gros volume dont vous parlez. Je ne veux pas perdre une si bonne occasion de recommander de consulter ce volume à mes auditeurs, puisque j'ai fait un livre qui s'appelle L'œil écoute. Aboutissement de l'émission radiophonique, le livre recueille les mémoires improvisées sous une forme définitive, comme s'il incarnait le support d'inscription matérielle le plus adéquat en vue de porter une mémoire comme pérennisation des savoirs. Or, que la télévision prétende au statut de lieu de mémoire ne laisse pas de transformer la réception de ces savoirs. Ainsi, la production du discours mémoriel fait-elle converger la voix et l'image de Claudel en personne. Ce discours est aussi reçu selon les conditions qui sont celles du programme télévisé, c'est-à-dire dans une forme audiovisuelle, produite et diffusée dans les circonstances du direct, à travers le téléviseur, et visant un téléspectateur qui assiste à l'émission en fonction de ses propres attentes, qui peuvent éventuellement n'être pas rencontrées par le propos de Claudel. Enfin, ce propos est évalué en fonction d'un horizon qui n'est pas exclusivement celui de la critique et de l'histoire littéraire, mais qui se déploie en regard des pratiques liées à la télévision. Au-delà de l'émergence d'un lieu de mémoire télévisuel, l'appel télévisé de Claudel à lire ses mémoires improvisées, transcription de conversations radiophoniques, souligne à quel point Lecture pour tous s'inscrit dans une économie intermédiatique. Elle ne se substitue pas à tel système de mémoire, mais en participe, situant ses effets à la croisée des dispositifs médiatiques engagés, radio, livres et télévision. J'en vais au troisième cas, Louis-Ferdinand Céline et sa posture. La publication du roman D'un château l'autre en 1957 marque le renouveau littéraire de Louis-Ferdinand Céline. 2 ans après la parution des Entretiens avec le professeur Y, je vous ai ici proposé l'illustration par Tardy de l'édition de poche, puisque je viens de parler d'économie intermédiatique et qu'il semblait aussi important de pouvoir montrer que quelque chose de l'ordre de la posture dont je vais parler tout de suite est déjà présent ici avant d'ouvrir le livre. Bon, 2 ans après la parution des Entretiens avec le professeur Y, qui consiste en des conversations fictives dans lesquelles l'interviewé reconnaît et déplore la nécessité de jouer le jeu de la promotion littéraire, Céline ne fait pas moins de 11 interventions publiques entre juin et octobre, dans la presse écrite, à la radio et à la télévision. Lecture pour tous constitue la première de ces 3 expériences télévisées. Dans cette émission, les propos que tient l'auteur suggèrent qu'il l'envisage comme l'opportunité d'une réhabilitation politique et littéraire suite à son retour d'exil en 1951 et après l'échec critique et commercial du diptyque Féerie pour une autre fois. C'est pourquoi Céline se réjouit de son passage à l'émission et on peut se rendre compte de ça en consultant sa correspondance. Pourtant, pris dans les filets d'une gloire littéraire qu'il n'a jamais souhaitée, et emporté dans les remous d'affaires politiques dont il est la victime, d'après ses dires, celui qui s'appelle l'humble médecin s'estime au-dessus de la mêlée du vulgaire. Et alors il y a un long passage dans l'émission que je ne peux pas vous montrer, mais qui est quand même pourtant spectaculaire, c'est dommage, où il va se lancer dans une diatribe contre l'ensemble de ses contemporains qui jugent finalement absolument vains et inutiles. Je vous cite simplement un morceau. Et le fait que je le dise, évidemment, rendra moins le ton corrosif de Céline, mais voilà, je suis obligé pour des raisons de temps. Je vois dans ces flots d'invectives qui me sont adressés surtout des gens qui boivent, qui mangent, qui dorment, qui font toutes les fonctions humaines, somme toute assez vulgaires. Je dirais qu'ils sont lourds. Leur esprit est lourd, il n'a jamais cessé d'être lourd. Et alors, après Céline continue, il va jusqu'à remonter au XVIIe siècle pour montrer à quel point l'homme est lourd et a toujours été lourd. Pour quelle raison, alors que Céline fait preuve de si peu d'égard pour l'esprit pesant de ses contemporains, consentir à se plier au jeu de l'entretien qu'il expose au vulgaire? À en croire celui qui ne manque jamais de rappeler les conditions financières pénibles dans lesquelles il doit vivre, pareille démarche aurait sans doute un motif d'ordre économique. Il s'agit de promouvoir d'un château l'autre dont il surveille de près les chiffres de vente. Quels que soient les mobiles historiques qui poussent Céline sur le plateau de télévision, le passage de l'auteur de Voyage au bout de la nuit en régime de visibilité ne va pas sans paradoxe. Apparaître aux yeux de tous et s'adresser à eux pour proclamer la vanité de leur jugement. Je vais vous passer ici l'extrait qui est le cœur de l'argumentation de Céline, où d'abord il se montre en humble médecin, et donc bon, il forge sa posture spécifique, et dans un deuxième temps, bon, j'ai coupé un morceau, mais il se compare à cette chaîne de traîneaux qui guide l'attelage et qui voit les dangers, et qui de cette façon-là prévient le pilote de l'attelage.
Vous ne croyez pas à votre violence, enfin, vous ne la concevez pas, vous Je n'imaginez ne me pas. vois pas violent du tout. Oh, mais pour le moins du monde, je n'ai jamais été violent. Je m'en soignais avec beaucoup de douceur, si j'ose dire. Tous ceux qui m'ont approché, j'ai sauvé énormément de gens et d'animaux. À la guerre, j'ai vécu dans bien des milieux, j'ai bien violence. Je nie, j'ai vécu dans la violence. Mais moi-même, je ne la veux absolument pas. Et les livres très fâcheux que j'ai pu écrire étaient faits justement contre la violence. Je sentais une guerre venir et je dénonçais les motifs de la guerre et les suites. L'histoire m'a donné raison, mais pas les hommes. Enfin, ça, c'est une très grosse différence entre l'opinion des gens et puis les faits. Eh bien, ça, évidemment, j'ai eu peut-être la finesse d'une chienne de traîneau. Pas plus. Mais vous ne niez pas, enfin je pense que vous ne niez pas la violence qu'il y a dans votre style. Enfin, la violence est au moins chez vous question d'écriture. C'est comme la chienne, elle aboie un certain aboiement, et le maître, je l'ai connu, Michelson en particulier, qui était gouverneur de Groenland, il expliquait bien souvent cette histoire. Il avait une chienne et les autres chiens auraient été directement dans la crevasse. Mais immédiatement, puis il avait un panneau. Mais il avait une chienne qui aboyait violemment, qui disait attention, on va mettre sur la neige et il y a un trou. Et Hassan le savait. Sa voix fine. C'était une bête de finesse, c'était une aristocrate. Elle avait de la finesse, les autres n'en avaient pas. Elle était raffinée. Elle était raffinée, les autres n'étaient pas. Alors, je suis raffiné, mettons que je suis raffiné. Mais c'est tout, mais alors, on m'accable parce que je suis raffiné. On dit qu'on me tue. Si dans un élevage on tue des bêtes raffinées, évidemment, c'est un élevage très spécial. C'est un peu ce qui se passe. Voilà. Ce qu'expose Céline, c'est sa situation en marge de la communauté de ses juges. Il se tient du côté de l'histoire et des faits, et non des hommes et de l'opinion des gens. C'est dans cette situation d'exception que prend racine la métaphore de l'attelage dirigé par un guide clairvoyant. Plus exactement, Céline configure une posture qui embraye son argumentation. Indigent vertueux, j'ai toujours soigné avec beaucoup de douceur. Observateur esthète, c'est la bête de finesse qui annonce le danger. Pauvre, persécuté, on m'accable parce que je suis raffiné. L'orateur se montre sous les dehors mythiques du maudit. Il manie ce faisant ce que Pascal Brisset identifie comme un levier de légitimation de première importance, transvaluant les signes de l'échec et de la réussite sociale, faisant de la pauvreté, de l'exclusion et de la persécution autant de marques du génie. De ce point de vue, la posture ancre le discours de réhabilitation littéraire et politique. La valeur de violence, explicitement attribuée au style de Céline et en sous-main à ses écrits pamphlétaires, se voit reconfigurée en valeur aristocratique. Dans cette optique, l'usage de l'entretien télévisuel assoit une posture fondée sur un ethos déjà esquissé par ailleurs, une image qui est créée en réalité dès les entretiens avec le professeur Y, où Céline déconstruit sur un mode ironique la pratique de l'interview. Céline forge dans cet ouvrage une image d'écrivain qui ne transige pas, ce que confirme son rejet des techniques modernes d'enregistrement au nom de la valeur du style littéraire. Eh bien, je vais vous dire, dit-il dans les entretiens avec le professeur Y, tout vous dire. Tous vos systèmes, dictaphone, jabotophone, micro-sillon, valpatripette, toute cette mécanique tue la vie, m'entendez-vous? Anti-vie, amusette pour morgue. Vous me comprenez, colonel? Il parle là donc à son interlocuteur. La machine à écrire et tout, kiffe le cinéma, kiffe votre télévis, autant de branlettes mécaniques. Partant, lorsqu'il s'adonne au télévis de lecture pour tous, Céline se présente en pourfendeur de l'entretien et de la télévision. D'une certaine façon, il se tient en recul d'un événement dont l'importance lui semble toute relative. C'est cette posture que confirme l'image de son corps recroquevillé sur sa chaise, son costume mal ajusté, ses marmonnements ou sa manière désinvolte de répondre aux questions, que traduit notamment son usage du ponctuant « voilà ». Il finit toujours ses questions par « voilà ». Tout se passe donc comme s'il s'était approprié l'exclusion à laquelle le confinent les critiques. L'entretien télévisuel lui permet dès lors de fonder performativement, en les incarnant, les valeurs qu'il estime aristocratiques, qui sous-tendent l'argumentation par laquelle il justifie sa démarche d'homme de lettres et d'homme d'idées. C'est la chienne raffinée et éclairée qui séjourne dans un élevage très spécial. C'est pourquoi le paradoxe d'un discours antagoniste aux valeurs de l'entretien, comme exercice de promotion littéraire, qui est tenu à même l'entretien, se retourne en une valorisation en acte d'une position marginale, en lutte contre la fatalité de l'opinion vulgaire.
L'entretien de Pierre Dumayet avec Louis-Ferdinand Céline articule les fonctions critiques et testimoniales du genre qu'on a vu chez Gary et chez Claudel, en ce qu'il repose sur la négociation entre une variété de discours et qu'il joue de la légitimité de la parole du grand écrivain, exportée du livre aux médias audiovisuels. L'efficacité de l'entretien comme réhabilitation littéraire et politique résulte de l'ancrage du discours critique énoncé à l'écran dans des valeurs portées par la posture que Céline façonne à la fois dans ses textes de fiction, les entretiens avec le professeur Y, et à la télévision, sa charge contre la communauté des hommes à l'esprit lourd. En définitive, les usages du dispositif médiatique renvoient les effets de l'entretien à l'économie intermédiatique dans laquelle ils prennent source. L'entretien se construit en interaction avec les discours d'accompagnement, par exemple la critique littéraire dans la presse, ainsi qu'avec les fonctionnalités du média traditionnel de l'écrivain, le livre, et des autres technologies de diffusion, la radio, la télévision. Ces effets de l'entretien n'adviennent pas ex nihilo, mais résultent d'une interaction plus ou moins explicite avec des discours, représentations et horizons de valeurs préalables, eux-mêmes conditionnés par leur forme matérielle. L'efficacité de l'entretien télévisé sur la scène d'énonciation de Lecture pour tous compose en ce sens avec le procès de remédiatisation toujours à l'œuvre qui témoigne moins d'une coupure avec les autres médias que d'une relation dynamique avec ceux-ci. Aussi convient-il de faire droit aux effets télévisuels des usages de l'entretien analysé. Ce que font la production et la diffusion d'entretiens d'écrivains à la télévision, dans le cadre de Lecture pour tous, c'est assurément affecter les discours convoqués sur les plans des pratiques qui sont associées à leur réception, en termes, disons, logistiques, de leurs effets de sens et de leurs valeurs symboliques. Ils s'inscrivent de ce fait dans le phénomène de circulation créative qu'Yves Jeanneret désigne par le terme de trivialité, à travers lequel les objets s'enrichissent et se transforment en traversant les espaces sociaux. Mais à quoi mesurer ces effets ? Et c'est la question que je vous adresse en guise de conclusion. Les usages du dispositif médiatique reviennent à l'interaction de plusieurs instances, telles que l'écrivain, l'intervieweur et l'émission Lecture pour tous, qui obéit à sa propre politique. Ne faut-il pas toutefois introduire dans les analyses le téléspectateur, à qui s'adresse l'entretien, comme usager central ? Le destinataire de l'émission ne figure-t-il pas celui que l'entretien implique, en fonction duquel est réglé l'usage du dispositif et, dès lors, ne contribue-t-il pas aussi, et peut-être de manière première, à la production et à la circulation de l'entretien télévisé ? Bon, d'une certaine façon, ce téléspectateur est en réalité omniprésent dans le travail d'analyse que j'ai mené jusqu'ici, dans la mesure où décrire des effets engage à parler d'un certain point de vue, qui est celui du spectateur précisément. Mais il resterait peut-être à en rendre compte dans un retour réflexif sur la démarche, et c'est éventuellement ce que nous allons commencer maintenant lors des discussions. J'espère. Merci.